Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avant d'accueillir ma première invitée, deux petits mots. D'abord, mes pensées vont à M. Stéphane Bergeron qui, pour des raisons de santé, doit se retirer de la course pour le poste de conseiller dans le district de Normandie-Est. Il se présentait pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Donc, M. Bergeron, nous pensons à vous et prenez soin de vous, surtout. Par ailleurs, la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard, a pris la parole via une lettre ouverte la semaine dernière afin de rectifier certains faits dans différents dossiers de la Ville. Elle a souhaité aussi faire part de ses doléances à l'émission. Un conflit d'horaire ne nous permettait pas de l'accueillir cette semaine, mais elle sera avec nous la semaine prochaine pour justement faire le point sur différents dossiers. Ma première invitée, elle a été élue pour la troisième fois comme députée fédérale du comté de Saint-Jean pour le Bloc québécois. Il s'agit de Mme Christine Normandin. Mme Normandin, bonjour. Bonjour, contente d'être de retour parmi vous. Très contente de vous accueillir. Félicitations pour cette, on va dire, belle victoire, parce que quand même, plus de 40 du vote dans cette élection aussi, c'est quand même remarquable, compte tenu qu'il y a eu beaucoup de mouvances de l'électorat. Comment vous analysez cette victoire, cette performance que vous avez eue la semaine dernière? Je la prends comme étant très flatteuse. Honnêtement, ça m'a fait chaud au cœur de voir les résultats finaux parce que, comparé à mes deux premières élections, on compare toujours à ce qu'on a déjà fait, on n'a pas vraiment bougé au niveau du pourcentage. Je suis passée de 46 à 44, là, donc on reste à peu près dans la marge d'erreur. Et en nombre de voix absolues, il y a eu une légère augmentation. On est passé de 26-27 000 à 28 000. Donc, ça me donne l'impression qu'il n'y a pas eu de gens qui ont glissé du Bloc québécois vers le Parti libéral, entre autres. Je le prends comme peut-être un gage de la qualité du travail qui a été livré par le bureau puis de l'appréciation que les gens en ont eu. C'est comme ça que je le prends, puis ça fait vraiment chaud. Oui, parce que quand on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, là, vraiment, il y a eu les gens ont semblé viser deux partis, les libéraux et les conservateurs, pour contrer les effets Trump. Ça s'est reflété d'ailleurs sur le Bloc québécois qui a perdu une dizaine de députés. Mais ici, à Saint-Jean, là, vraiment, ça a été, je pense, une des meilleures performances du Bloc, je pense. Je n'ai pas comparé nécessairement avec l'ensemble de mes collègues, mais déjà, juste qu'on soit encore là, c'est sûr que ça fait plaisir. Mais j'ai que des remerciements à faire aux citoyens de Saint-Jean. Puis ça donne encore plus l'envie de continuer à travailler pour eux. Bon, j'en parlais, le Bloc a perdu à peu près une dizaine de députés. Comment vous analysez, là, globalement, l'élection qui s'est déroulée la semaine dernière? Mais je pense que même pendant qu'on était encore dans l'élection, on savait qu'elle allait être atypique, juste par la façon dont elle s'est menée, là, même sans égard aux résultats. Effectivement, la question de l'urne, très pointue, très précise et très arrêtée dans le temps aussi. Puis c'est ce qu'on essayait de changer comme message parce qu'on savait que c'était qui est le meilleur pour faire face à Trump, de M. Carney ou de M. Poilievre, en se disant, bien, dans les faits, il n'y a probablement aucun des deux parce qu'il n'y a personne qui est capable de faire changer M. Trump d'idée, sauf les sondages chez lui, l'approche des mi-mandats et la bourse. Mais c'était aussi de rappeler aux gens, bon, cette question-là est importante, mais au-delà de ça, il faudra parler de tout ce qu'il y a après la question des tarifs, après la question des négociations sur le long terme. Donc déjà, juste le fait qu'on ne parle pas tant que ça de l'ensemble des enjeux domestiques, ça a été quasiment une élection sur l'ingérence étrangère, finalement. Là. Ne serait-ce que pour ça, c'était particulier. Fait que je prends pas ça comme un désaveu pour mes collègues qui n'ont pas réussi, malheureusement, à renouveler leur siège ou même à aller faire des gains où on aurait espéré en faire. Je pense pas que c'est un message qui est envoyé au Bloc québécois comme quoi on a fait un mauvais travail. En fait, c'est pas un désaveu envers votre parti. Je le sens pas comme ça. Puis sur le terrain, mes collègues me le disaient aussi. Les gens leur disaient, on a aimé ce que vous avez fait comme travail. Puis s'ils sentaient que la personne allait malgré tout pas voter pour eux, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas apprécié. C'était plus la peur qui parlait. Puis le fait d'avoir finalement un peu succombé à l'espèce de question de l'urne qui s'est un peu imposée en cours de route. Bon, ça a été parlé lors de la dernière entrevue. Vous souhaitez continuer à être le chien de garde du Québec à Ottawa. M. Carney a semblé avoir une ouverture là, de son discours de victoire en parlant de la délégation de députés du Québec, en parlant du Québec presque comme une société distincte. Il l'a quasiment dit comme ça. Comment vous voyez un peu cette ouverture de M. Carney lors de ce discours-là? Bien, tant mieux s'il y a une ouverture puis qu'on puisse par la suite négocier des choses à la pièce. Est-ce que ça devient par contre tout d'un coup une espèce d'épiphanie comme quoi il comprend le Québec quand on voit que la première chose qu'il fait par la suite, c'est d'inviter le roi Charles III à prononcer le discours du trône, il n'a peut-être pas compris comment le Québec, même le Canada de façon générale, n'a pas d'affection particulière pour la monarchie. Mais on le prend quand même comme une main tendue. On verra ce qu'on pourra faire avec ça. Mais reste que même si il y a
pas grand siège qui sépare les libéraux de la majorité. Ça reste très, très, très fin comme marge de manœuvre. Là. Il y a un potentiel danger. Puis je ne voudrais pas être à la place du whip des libéraux qui aura à s'assurer que tout le monde vote. Là. Il y a peut-être quelques nouveaux députés aussi qui n'ont pas vraiment fait de politique autrement dans leur vie, qu'il faudra s'assurer qu'ils soient à l'horaire, qu'ils votent et tout, parce qu'un vote important échappé par une personne, ça peut faire mal, ça peut faire tomber un gouvernement. Donc, je ne voudrais pas être à la place des libéraux dans ce contexte-là. Et peut-être que ce sera un incitatif à aussi négocier avec le Bloc pour s'assurer d'avoir les coups des franches à quelques moments où on veut vraiment être sûr, là, à cause d'une ou deux personnes, qu'on n'échappe à rien. Donc, on le prend comme une main tendue, mais il faudra voir à la pièce. On parle de l'approche avec Mark Carney. Ça a été reproché, je vais me permettre cette question-là, par le Parti québécois, qui a reproché un peu la stratégie de votre chef là, d'y aller d'une ouverture pour négocier avec Mark Carney. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction-là du Parti québécois? Bien, je pense qu'à la base, on n'a pas le choix. On savait que ça allait être soit Mark Carney, soit Pierre Poilievre. Et ça n'a jamais changé l'approche du Bloc québécois. C'est peut-être, encore une fois, la question, la défense des intérêts du Québec ou la promotion de l'indépendance. Puis nous, on n'arrête pas de marteler qu'il faut qu'on fasse les deux. Et je dirais, sur la question de la promotion de l'indépendance, moi, j'ai fait un discours hyper indépendantiste là, à la suite de ma victoire, et je suis une indépendantiste pure et dure. Mais je pense qu'on a quand même une leçon à tirer de cette élection-ci. C'est que si le Québec est en situation où il peut être en difficulté, où il n'y a pas les coups des franges, la situation financière ne va pas super bien, on voit la réaction des Québécois et la peur est devenue un outil assez fort. Donc, ça devient notre rôle à Ottawa de s'assurer que le Québec soit en bonne posture, qu'il y ait les coups des franches et qu'on puisse se faire confiance dans un éventuel référendum. Et ça, malheureusement, ça passe par certaines négociations avec le Canada qui, de toute façon, une fois le référendum gagné, sera un allié, sera un partenaire. Donc, on ne veut pas de mal au Canada. Et je prends avec une espèce de sourire en coin l'accusation de gens qui nous disent « vous essayez juste de réformer le Canada ». Non, on essaie juste de s'assurer que le Québec soit en bonne posture et qu'ensuite, on ait une bonne relation avec le Canada. Un n'est pas nécessairement impossible parce que l'autre existe. Là. C'est la lecture que j'en fais. Maintenant que vous êtes réélu pour un troisième mandat, il y aura des dossiers locaux, même nationaux, mais locaux. On va revenir sur la gestion de l'offre. Je pense que c'est le gros dossier. Est-ce que vous êtes demeuré inquiète avec l'élection de Mark Carney, que ça pourrait être sacrifié lors de négociations avec les États-Unis? Bon, on était inquiets avant, puis malgré le fait qu'il ait dit « Ah, je serais peut-être prêt finalement à voter en faveur d'un projet de loi après que j'ai dit que c'était pas nécessaire. » Tant que c'est pas fait, tant que c'est pas encadré par un projet de loi et que la Chambre a le dernier mot sur des sacrifices ou pas de part de gestion de l'offre, on va demeurer inquiet ou à la limite, peut-être que le terme est plus vigilant. Donc, le travail continue à se faire. Nous, on souhaite, dès le retour en Chambre, pouvoir redéposer un projet de loi. Et si tous les partis se sont dit, ben oui, c'est un bon projet de loi, c'est une bonne idée, puis que Mark Carney a fini par dire, je serais prêt à le signer, bien, tant mieux, ça veut dire que par consentement unanime, on pourra le faire adopter très rapidement, puis l'envoyer au Sénat. Puis là, il n'y aura pas de raison que ça ne se vote pas rapidement au Sénat cette fois-ci. Donc, le travail qu'on aura déjà fait en amont pourra servir pour la suite, puis on espère que ça aille vite. Bon, je vais oser une question. J'ai assisté la semaine dernière à une conférence de presse de l'Union des producteurs agricoles qui souhaitait que le Québec abolisse la taxe carbone. D'ailleurs, on va recevoir le président de l'UPA, Montérégie, la semaine prochaine. Mais quelle est votre position là-dessus? Le fait que le Québec n'ait pas adhéré à enlever cette taxe carbone qui nuit beaucoup aux agriculteurs, c'est quoi votre position là-dessus? Sur la portion spécifique aux agriculteurs, nous, on a eu à faire ce débat-là à la Chambre des communes pour l'équivalent de la taxe carbone à l'extérieur du Québec, parce qu'au Québec, c'est la bourse carbone, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais il y a un projet de loi qui a été voté en Chambre et on était en faveur de ce projet de loi-là qui visait à exclure gaz naturel et propane à des fins d'agriculture. Parce qu'on sait que le séchage du maïs, par exemple, on ne peut pas faire ça à l'électricité, la demande en énergie serait trop élevée, la biomasse est encore un peu expérimentale, il n'y a pas d'alternative. C'est juste une facture qu'on refile aux agriculteurs pour lesquels ils peuvent absolument rien faire de plus environnemental. Donc, nous, c'était notre approche au fédéral de dire qu'il devrait y avoir une exclusion pour les agriculteurs. On n'est pas à Québec, on ne va pas dire à Québec quoi faire, mais vous pouvez comprendre entre les lignes que si on était à Québec, on aurait probablement la même approche. Donc, d'avoir une exemption pour les agriculteurs dans la mesure où il n'y a aucune autre alternative. Sur la question de la taxe carbone en général, par contre, quelque chose qui n'est pas su, c'est que ça nuit au Québec le fait que le fédéral l'ait enlevé. On peut penser à la volonté de diversifier les marchés.
Le Québec est la porte d'entrée pour la diversification avec l'Union européenne et à partir de janvier de l'année prochaine, l'Union européenne mettra des tarifs supplémentaires sur plusieurs biens et services qui vont venir de pays qui n'ont pas de taxe carbone. Donc, indirectement, le fédéral nuit à la diversification du Québec. Donc, il y a plusieurs choses derrière la taxe carbone, mais sur la question des agriculteurs, on comprend. Bon, parfait. On va revenir sur l'élection. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans cette élection-là, là, autre la diminution peut-être du nombre de députés du Bloc, là, mais en général, là, qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans cette élection-là? L'absence de débat. Étonné et déçu. Ça a été vraiment l'absence de débat. Malheureusement, dans Saint-Jean, outre une présentation avec l'AQDR qui était plus en forme discussion qu'en forme de débat, il n'y a pas eu d'autres débats. Le cégep n'a pas pu en organiser. La Chambre de commerce a été annulée. Et c'est quelque chose que j'ai entendu dans plusieurs circonscriptions aussi. Soit il n'y avait pas de débat organisé, ou soit les candidats ne se présentaient pas. Et ça m'a donné l'impression d'être un peu à l'image de la campagne nationale. Mark Carney qui décide de ne pas aller au face-à-face, on a manqué d'occasion d'avoir des chocs des idées qui bénéficient à l'ensemble des citoyens. Donc, ça a été ma déception et la chose qui m'a peut-être le plus surprise, malheureusement. Dans les autres dossiers du comté là, pour le prochain mandat, là, quel sujet, quel dossier vous aimeriez traiter là, pour les citoyens? Bien, c'est celui qui a été mon portfolio pendant le dernier mandat, celui de la défense. Saint-Jean qui a cette caractéristique spéciale-là d'être une ville garnison avec le collège militaire, la base militaire. Il y a 2 endroits au Canada qui ont ça. L'autre, c'est Kingston. Et dans la mesure où la défense, on en parle de plus en plus. On a vu le premier ministre Legault aller en Allemagne discuter de défense. Il y a peut-être moins de frilosité du côté des investissements publics en matière de défense. L'Investissement Québec semble de plus en plus ouvert à peut-être financer certaines initiatives. C'est à l'avantage de Saint-Jean, c'est en lien direct avec la situation géopolitique, c'est en lien avec une promesse qui a été faite par l'ensemble des partis pendant la campagne d'augmenter le budget en défense. Donc, ça va être un dossier que je vais suivre parce que ça a des répercussions autant au niveau national qu'au niveau très, 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 très local ici. Puis c'était mon dossier, c'est un dossier évidemment que j'affectionne. Ben oui. Je vais vous donner 30 secondes parce que vous l'avez fait lors de votre discours de la victoire, mais je pense que vous avez un mot spécial à dire à votre équipe qui vous a aidé tout au long de la campagne et aussi depuis vos 2 mandats ici à Saint-Jean. Oui, je n'ai que des bons mots pour cette équipe-là. Puis je suis fière aussi d'avoir la même équipe depuis le début. Je pense que ça en dit long sur le fait qu'on est soudés, qu'on est vraiment tissé serré. Mais c'est surtout une équipe qui a des valeurs exceptionnelles et qui a le service aux citoyens tellement tatoué sur le cœur. Je ne peux que leur dire merci. Ils étaient ma plus belle carte de visite pendant l'élection et les gens m'ont beaucoup parlé de la qualité des services reçus. Donc, j'en profite pour leur passer mes remerciements les plus chaleureux, les plus sentis. Et je sais qu'un de vos supporters a 4 mois déjà, et puis je pense que... et comme vous l'avez mentionné, là, il méritait un repos bien mérité. Oui, il a travaillé fort, mon petit coco, pendant la campagne. Madame Normandin, merci beaucoup. Félicitations encore pour cette victoire, puis on aura l'occasion donc de se reparler au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ça me fera plaisir. On fait une pause et on vient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci.
Le dossier de l'aéroport et particulièrement des écoles de pilotage fait encore beaucoup jaser. Il en sera probablement question lors du conseil de ville ce soir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour nous parler de ce dossier-là, j'ai invité le conseiller de Saint-Elmont-Saint-Lucien, M. Sébastien Godette. M. Godette, bonjour. Bonjour. Alors, pour préciser les gens, j'invite M. Godette en tant que conseiller du district et non pas comme candidat à la prochaine élection. C'est une différence importante. Donc, je voulais faire le point immédiatement. Donc, M. Godette, lorsqu'on s'est rencontrés récemment lorsque vous avez annoncé votre candidature, on a parlé du dossier de l'aéroport. Oui. À ce moment-là, vous étiez en faveur des écoles de pilotage pour toutes sortes de raisons. Et là, il y a eu un accord qui a été signé avec le comité exécutif pour le renouvellement des écoles de pilotage. Et là, vous vous êtes montré en désaccord avec ce contrat-là. Qu'est-ce qui a changé dans votre position depuis le moment où on s'est parlé il y a quelques semaines à aujourd'hui? Je vous dirais que c'est en lien avec l'équilibre. L'équilibre entre la tranquillité des résidents qui sont autour de l'aéroport et l'application du contrat. On a vu une augmentation fulgurante du nombre de posés décollés dans les derniers mois. On a assisté aussi à de l'abus des écoles de pilotage par rapport au respect au niveau des heures dans lesquelles ils ont le droit de... Et ça, c'est issu du rapport qui a été d'un rapport qui a été déposé? C'est un rapport qui a été déposé. C'est des citoyens qui sont allés, qui ont été constatés par eux autres mêmes. Et moi-même, je me suis rendu à l'aéroport à 2 reprises pour constater que les avions circulaient sur la piste après les heures qui étaient prévues au contrat. Et à ce moment-là, j'ai même posé des questions à la personne qui était sur place. Bon, la personne n'était pas en mesure de s'exprimer en français, avait beaucoup de difficultés avec son anglais, donc je n'étais pas en mesure d'avoir toute l'information, mais ce que je comprenais, c'est que la personne ne semblait pas du tout au courant qu'il y avait une heure maximale où les avions devaient circuler et a même communiqué avec un des pilotes pour dire, écoute, je pense qu'on va devoir arrêter ce soir, je pense qu'il est rendu trop tard. Moi, ce que je dis, c'est qu'on souhaitait, nous, avoir un équilibre avec les écoles de pilotage et l'aéroport. On est toujours en faveur des activités à l'aéroport, mais à un moment donné, il y a une limite, il y a une ligne qui a été franchie. Et c'est pour ça, moi, que je me suis opposé un peu aux écoles de pilotage en disant, écoutez, on avait des ententes, ils ne sont pas respectés. Et là, on avait une opportunité peut-être de renégocier une partie du contrat avec eux. Et on décide, via le comité exécutif, de procéder unilatéralement à la signature des baux. Je trouvais qu'on aurait pu jouer nos cartes d'une façon différente. En fait, ce que vous reprochez au comité exécutif, au conseil exécutif, c'est qu'on n'a pas respecté les études qui ont été faites pour la gestion des écoles de pilotage. Moi, je pense qu'on aurait dû s'asseoir avec les écoles de pilotage et avec NextDev, qui est le gestionnaire de l'aéroport, pour s'assurer qu'on respecte le contrat et que s'il y a des clauses qui ne sont pas respectées, qu'on puisse, à la limite, négocier certains arrangements pour dire, écoutez, vous devez vous conformer, sinon, on va carrément vous exclure de l'aéroport. Donc, j'aurais aimé qu'on ait plus de leadership, qu'on prenne parole davantage. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé un bail, on a signé 2 baux de prolongement sans nécessairement évaluer l'impact que ça pouvait avoir sur la population. Parce que, je vais vous dire honnêtement, pour avoir été à l'aéroport pendant pratiquement 2 semaines à tous les 2 jours, écoutez, là, c'était incessant. J'ai rencontré des citoyens qu'on n'avait pas entendus depuis le début, là, depuis la signature des contrats. Et là, je me suis vraiment aperçu qu'il y avait quand même un enjeu majeur avec ce dossier-là. Oui, parce que je reviens sur l'entrevue qu'on avait fait auparavant. Donc, vous aviez pris la défense des écoles de pilotage. Vous disiez que vous compreniez les gens qui se plaignaient du bruit, mais que ce n'était pas prouvé à 100% là, que ça pouvait être nuisible tant que ça. Mais là, vous l'avez constaté. Vous avez en fait changé votre opinion avec le constat que vous avez fait en allant à l'aéroport. Il y a eu 2 événements. Il y a eu le constat que j'ai fait moi-même en me présentant à l'aéroport et en y allant régulièrement là, sur une période de 2 semaines. Et l'autre chose, c'est je demeure moi aussi tout près de l'aéroport. Donc, j'ai vu et j'ai entendu le nombre de posés décollés qui ne faisait aucun sens par rapport à ce qu'on vivait il y a 4 ans en 2021 et ce qu'on vit maintenant. Je vous dirais, là, depuis après Noël, écoutez, là, c'est une augmentation qui est marquée et je n'ai pas l'impression que c'était nécessairement géré.
j'ai pas l'impression que c'était quelque chose qui était pris en compte. Vous l'avez vu, le directeur de l'aéroport a quitté. Ouais. Il y a une nouvelle directrice de l'aéroport qui a été nommée. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être un dossier qui a peut-être pas été géré comme il aurait dû être géré. Moi, je voyais une opportunité pour la mairie de pouvoir, remettre les pendules à l'heure et prendre le leadership dans ce dossier-là. Malheureusement, on a décidé de conclure les ententes sans solliciter la collaboration des écoles. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est le comité exécutif, c'est le comité qui a pris la décision. Oui. Vous étiez sur le comité exécutif. Oui. Vous aviez quitté. Est-ce que si vous étiez demeuré en place, est-ce que ça aurait pu changer les choses? Je vais juste corriger. J'ai pas quitté. C'est qu'au moment où j'ai quitté l'équipe André Bouchard, Mme la mairesse m'a remplacé sur le comité exécutif par un membre de son équipe. Donc, sur le comité exécutif, présentement, il n'y a aucun conseiller indépendant qui siège, à part M. Savard. Par contre, les autres membres, ce sont des élus qui sont fidèles à la mairesse. C'est sûr et certain que si je pense à ma collègue Mélanie Dufresne, à ma collègue Claire Charbonneau et à moi-même, on se serait opposé, ou on aurait posé des questions, ou on aurait demandé des comptes avant de re-signer ces baux-là. Bon. Est-ce que c'est... Là, les baux sont signés. Oui. Qu'est-ce que vous demandez? La résiliation de ces baux-là? Bien, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils se conforment. Qu'ils se conforment au contrat, qu'ils se conforment au baux. Je vais vous donner un exemple. Dans le contrat, c'est indiqué que les aéronefs doivent être munis de silencieux. Ce n'est pas le cas présentement. On demande qu'ils respectent les heures où ils ont le droit de circuler, qu'ils ont le droit de voler. Ce n'est pas respecté présentement. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est assurons-nous de faire respecter le contrat. Puis s'ils ne respectent pas le contrat, bien, comme j'ai dit à la séance publique lors du dernier conseil, bien, qu'on cancelle les baux, puis que ces gens-là aillent faire leur activité ailleurs. C'est ça. Donc, ça prend une personne qui va gérer la situation et demander aux écoles de pilotage de bien respecter les contrats qui ont été signés. Tout à fait. Puis je vais vous donner un autre exemple. On n'est pas capable de savoir dans les airs autour de Saint-Jean qui vole. Parce que les écoles de pilotage ferment leurs transpondeurs. Bon, on me donne toutes sortes de raisons, Transport Canada, patati patata. Moi, ce que je veux pour mes citoyens, puis je veux pour les gens de Saint-Jean, c'est qu'ils savent qui est dans les airs, quelle école de pilotage respecte pas les ententes. Là, présentement, pour nous, on n'est pas capable de le savoir. Il y a un directeur d'école de pilotage qui m'a contacté en nous disant « c'est pas nous ». J'ai dit « écoutez, c'est difficile pour moi de vous dire si c'est vous ou c'est pas vous. On n'est pas capable de savoir qui est dans le ciel de Saint-Jean quotidiennement et qui ne respecte pas les ententes. Mais qui doit gérer ça? Le NextDev? Normalement, c'est la tour de contrôle, donc Transport Canada, qui gère les activités autour de l'aéroport. Les activités de l'aéroport, le respect du contrat, c'est NextDev. La ville est propriétaire, donc elle a son mot à dire. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est assoyons-nous autour de la table et assurons-nous que l'entente répond aux besoins de la population, parce que là, présentement, ce n'est pas le cas. Moi, je suis bien prêt à aller défendre les écoles, puis à défendre les activités à l'aéroport, mais à un moment donné, si on brise cet équilibre-là, bien, comme élu, je dois en faire part à mes collègues, puis je dois en faire part à la population aussi. Bon, je reçois Mme Cardinal demain, je lui pose la question. Merci. Parfait. Autre dossier, il y a et ça aussi, on en a parlé lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, c'est le dossier de l'aréna municipale. Oui. Bon, il y a un projet de construction de nouvelles glaces, deuxième glace au Colisée. Tout à fait. Sauf qu'il y a des citoyens actuellement qui font circuler une pétition pour sauver l'aréna municipale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, j'ai été mis au fait de cette pétition-là récemment. Je sais que c'est un citoyen de Saint-Edmond qui a utilisé la patinoire lorsqu'il était plus jeune. La décision que le Conseil a prise, c'était une décision qui était basée sur 3 éléments. Le premier élément, c'était la vétusté de l'aréna municipale. C'est un aréna qui n'est pas à grandeur standard au niveau d'Hockey Québec. Donc, ça faisait en sorte qu'on avait des enjeux au niveau d'une certaine forme de sécurité par rapport au calibre qui vient jouer à l'aréna. Deuxièmement, on a des sommes colossales à investir par rapport au fait que l'aréna municipale est plus à jour, que je vous parle des vestiaires, que je vous parle des douches, que je vous parle même du système d'aération, du système de chauffage. Il y a énormément d'argent qui était en jeu par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est la capacité de la ville de pouvoir doter nos citoyens d'infrastructures à jour. Le conseil municipal a pris la décision d'avoir une nouvelle glace à l'aréna, au Colisée Isabelle Brasseur, qui répond aux besoins. Et on a obtenu une subvention du gouvernement du Québec pour transformer l'aréna
municipale en un aréna, une patinoire couverte qui est disponible 3 saisons et l'été, qui est disponible pour faire des activités extérieures. Donc, pour nous, c'était une situation gagnant-gagnant. Donc, on disait, bien, on a un pôle patinage au Colisée Isabelle Brasseur et en même temps, au sud de la ville, donc à l'ancien aréna, bien, on se trouve à avoir un équipement qui est disponible 365 jours par année, pour lequel aussi, on va faire des investissements pour avoir des chambres et avoir des espaces pour le baseball mineur et les Pirates de Saint-Jean. Donc, c'est sûr et certain que la pétition n'a pas été déposée encore. On va voir, on va probablement la recevoir au conseil de ville bientôt. On pourra en prendre connaissance, puis on pourra discuter aussi avec les enjeux que les citoyens ont par rapport à ce projet-là. Pour le moment, le projet en tant que tel, au niveau de la glace couverte, est toujours la priorité, est toujours ce qui a été décidé par les élus de la ville. Oui, encore là, je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Les gens qui prônent cette pétition-là disent que l'aréna municipal fait partie de l'image de Saint-Jean. C'est un peu le patrimoine de la ville. Ça fait partie du vieux Saint-Jean. C'est un secteur que les gens... moi, je suis allé patiner là, tout le monde... Ouais. Donc je pense qu'ils veulent conserver un certain cachet, mais ce cachet-là coûterait trop cher. Écoute, bien, ce cachet-là coûterait trop cher. Par contre, c'est avec la revitalisation de l'aréna, je pense pas on est en train de dire qu'il n'existera plus un pôle sportif, qu'il n'existera plus de glace. On va changer la vocation de l'aréna municipale, mais l'aréna comme tel va demeurer. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il va toujours avoir une glace où les gens vont pouvoir patiner. Je suis convaincu qu'on va mettre en valeur l'histoire de l'édifice. Puis je suis convaincu qu'on va être capable d'augmenter l'offre à nos citoyens dans le sud de la ville parce que, comme je disais à certains citoyens, écoutez, allez à l'aréna municipale à 8 h le matin, en semaine, il n'y a personne, c'est fermé. Allez dans une patinoire réfrigérée qui est couverte, ben, vous pouvez en profiter à l'année longue, sauf en période de l'été. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que pour nous autres, c'est un atout à la ville et c'est pas quelque chose qu'on enlève aux citoyens. Non, c'est ça. En fait, il ne faut pas que les gens craignent qu'il y ait moins d'heures de disponibles de patinage libre. Au contraire, avec les deux projets, il va en avoir plus. Tout à fait. Bien, moi, je pense qu'il va en avoir plus. Je pense en plus qu'on va avoir une glace standard. Donc, je pense juste au hockey mineur. Et ça va être peut-être plus facile pour eux parce qu'ils vont avoir une glace standard de plus. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a toujours le projet d'avoir une équipe de hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il y a un projet d'amphithéâtre aussi avec une autre glace. Donc, ce que je vous dis là-dedans, c'est que présentement, on est en transition à Saint-Jean, mais nous, on avait pris l'engagement d'améliorer les infrastructures sportives et l'aréna était un des éléments qu'on devait améliorer. Donc, je pense que c'est un gagnant-gagnant pour la ville. Et comme M. Fontaine, vous ne voulez pas me dire où ça va être, cette aréna-là? Écoutez, si je savais le bout de terrain, si je savais, je vous le dirais, mais je ne le sais pas encore. Monsieur Golette, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bien gentil et puis bonne campagne. Plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Donc, ça conclut pour cette édition de la Tribune TVHR. Au revoir, mesdames, messieurs, à la prochaine.